plus de 400 000 soldats américains envoyés marcher sous des champignons atomiques. Sans protection. Imagine 10 stades de foot remplis de soldats, tous utilisés comme dosimètres humains par leur propre armée. Voilà la face cachée du projet Manhattan, celle qu'on préfère ne pas enseigner dans les cours d'histoire. Dès 1945, avant même que les bombes ne tombent sur le Japon, les scientifiques américains se posent une question cruciale. Que se passe-t-il quand un être humain est exposé aux radiations ? Cette ignorance devient rapidement un problème stratégique majeur. Comment envoyer des soldats sur un champ de bataille nucléaire si on ne sait pas combien de temps ils peuvent y survivre ? La solution trouvée par l'armée américaine est d'une simplicité terrifiante. Utiliser ses propres troupes comme sujet d'expérience. L'opération Crossroads, en 1946 dans le Pacifique, inaugure cette série macabre. 42 000 militaires, l'équivalent d'une ville entière, assistent aux explosions nucléaires de Bikini. Ils sont positionnés à quelques kilomètres seulement du point zéro, protégés par de simples lunettes de soudeur. Après l'explosion, ils reçoivent l'ordre de nettoyer les navires contaminés, de récupérer les équipements irradiés, de mesurer la radioactivité avec des instruments défaillants. Beaucoup manipulent des matériaux hautement radioactifs à main nue. Le général Leslie Groves, directeur du projet Manhattan, justifie ces expositions par la nécessité militaire. Il faut savoir, dit-il, combien de soldats peuvent traverser une zone contaminée, combien de temps ils peuvent y rester, à quelle dose de radiation ils peuvent survivre. Ces hommes deviennent littéralement des dosimètres humains, des instruments de mesure vivants pour quantifier l'impact des radiations. Mais les expériences vont bien au-delà de ces tests grandeur nature. Dans les laboratoires secrets de Los Alamos, d'Oak Ridge et de Hanford, des médecins militaires injectent du plutonium à des patients hospitalisés. 18 personnes reçoivent ainsi des doses de plutonium radioactif entre 45 et 47. Ces patients, souvent des malades en phase terminale, ignorent totalement qu'ils servent de cobayes. Les médecins veulent comprendre comment l'organisme humain élimine le plutonium, combien de temps il reste dans le corps, quels organes il affecte en priorité. Eileen Wellsom, la journaliste qui révélera ses expériences dans les années 90, découvrira que ces 18 victimes étaient désignées par des codes secrets dans les rapports médicaux. HP1, HP2, HP3. HP pour Human Product, produit humain. Même dans les documents internes, ces personnes n'étaient plus considérées comme des êtres humains, mais comme du matériel d'expérimentation. L'une de ces victimes, Eb Cade, ouvrier du bâtiment afro-américain de 53 ans, est hospitalisée après un accident de voiture en 1945. Sans son consentement, les médecins lui injectent des doses massives de plutonium pour étudier sa distribution dans l'organisme. Pendant des semaines, ils collectent son urine, ses excréments, prélèvent ses dents pour analyser la contamination. Cade survivra à l'expérience mais mourra quelques années plus tard d'une insuffisance cardiaque, sans jamais savoir ce qu'on lui avait fait subir. Parallèlement, d'autres expériences tout aussi sinistres se déroulent dans des centres de recherche à travers le pays. À l'université de Rochester, des ouvriers ingèrent de l'uranium pour tester sa toxicité. Au Massachusetts General Hospital, des patients reçoivent des injections d'uranium radioactif. À Nashville, des femmes enceintes boivent du fer radioactif pour étudier l'absorption du fer par le fœtus. Ces femmes croient participer à des études nutritionnelles bénéfiques pour leur grossesse. À l'école Fernald pour enfants handicapés mentaux, dans le Massachusetts, la scène se répète chaque matin entre 46 et 56. Des dizaines d'enfants handicapés mentaux consomment des céréales mélangées à des isotopes radioactifs. Les chercheurs du MIT, financés par la Commission de l'énergie atomique, veulent étudier l'absorption des nutriments. Ces enfants, surnommés cyniquement le Science Club par les scientifiques, reçoivent des céréales contaminées au calcium 45 et au fer 59. Leurs parents, quand ils en ont, croient que leurs enfants bénéficient d'un régime alimentaire enrichi. En réalité, ces gamins sans défense servent de cobayes pour comprendre comment l'organisme humain absorbe les éléments radioactifs. Le plus troublant dans ces expériences est qu'elles s'appuient sur une hiérarchie sociale implicite. Les victimes sont presque toujours des marginaux, malades mentaux, détenus, minorités ethniques, personnes âgées, patients en fin de vie. Ceux qui n'ont pas de voix, pas de pouvoir, pas de famille pour les protéger. Les scientifiques du projet Manhattan reproduisent à leur échelle les méthodes des médecins nazis qu'ils combattent pourtant. Salut à toi, et si cette enquête te passionne, un petit clic sur s'abonner m'aide énormément. Ici, on creuse ce que l'histoire officielle préfère taire. Ton soutien, c'est ce qui permet à ce travail d'exister.
Merci. Après Hiroshima et Nagasaki, les expériences s'intensifient. L'armée américaine réalise qu'elle va devoir vivre dans un monde nucléaire. Il faut former des soldats capables d'évoluer sur des champs de bataille contaminés, comprendre les effets psychologiques de l'exposition aux radiations, développer des équipements de protection. Mais au lieu d'utiliser des mannequins ou des animaux, elle continue d'expérimenter sur ses propres troupes. L'opération Plum Bob en 1957 dans le Nevada illustre parfaitement cette logique. 11 essais nucléaires atmosphériques sont menés, avec à chaque fois des milliers de soldats positionnés à proximité. Ces hommes reçoivent l'ordre de se coucher face contre terre au moment de l'explosion, puis de se relever et d'avancer vers le champignon atomique. Ils doivent simuler une attaque d'infanterie en terrain nucléaire, comme des pions sur un échiquier radioactif. Les témoignages de ces soldats, recueillis des décennies plus tard, décrivent des scènes surréalistes. Un soldat raconte avoir vu les os de sa main à travers sa chair malgré ses paupières fermées. La lumière était si intense qu'elle traversait tout. La chaleur brûle les uniformes instantanément. Le souffle projette ces hommes au sol comme des poupées de chiffon. Puis ils reçoivent l'ordre de se lever et de marcher vers l'épicentre. « On nous a dit de nous lever et d'avancer », témoigne un ancien soldat. « J'avais des brûlures sur les bras, mon uniforme fumait encore. Mes cheveux étaient roussis. Mais l'ordre était l'ordre. » Beaucoup décriront plus tard une sensation de marcher dans un autre monde, un paysage lunaire où tout a été vitrifié par la chaleur atomique. Le sable s'était transformé en verre vert sous l'effet de la température. Ces soldats ne sont pas informés des risques. Leurs officiers leur expliquent qu'ils participent à des exercices d'entraînement normaux, que les radiations ne sont pas dangereuses à ces distances, que leur exposition est négligeable. Les dosimètres qu'ils portent sont souvent défaillants ou mal calibrés. Certains soldats racontent avoir vu leur dosimètre devenir noir en quelques minutes, signe d'une exposition massive, mais leurs supérieurs leur ordonnent de continuer la mission. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls à mener ces expériences. De l'autre côté du rideau de fer, l'Union soviétique développe ses propres programmes d'expérimentation nucléaire sur des êtres humains. À Semipalatinsk, au Kazakhstan, entre 1949 et 1989, les soviétiques réalisent 456 essais nucléaires. Des villages entiers servent de laboratoire grandeur nature. Les habitants, principalement des populations kazakhes, sont exposés volontairement aux retombées radioactives pour étudier les effets à long terme. Les soldats soviétiques subissent le même sort que leurs homologues américains. Ils reçoivent l'ordre de marcher vers les champignons atomiques, de traverser les zones contaminées, de mesurer la radioactivité avec des instruments défaillants. Comme aux États-Unis, ils ignorent totalement les risques qu'ils encourent. Cette course secrète à la connaissance nucléaire pousse les deux superpuissances à commettre les mêmes atrocités sur leurs propres citoyens. Ces expériences ne cessent pas avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elles s'intensifient même avec le début de la guerre froide. Entre 50 et 60, l'armée américaine réalise plus de 100 essais nucléaires atmosphériques. À chaque fois, des milliers de soldats sont exposés. Au total, on estime que plus de 400 000 militaires américains ont été utilisés comme cobayes humains dans le cadre de recherche nucléaire. Les conséquences de ces expositions ne se manifestent qu'années plus tard. Dans les années 70 et 80, d'anciens soldats commencent à développer des cancers à un taux anormalement élevé. Leurs enfants naissent avec des malformations congénitales. Leurs petits-enfants présentent des anomalies génétiques. Ces hommes qui avaient servi leur pays se retrouvent abandonnés par lui quand ils tombent malades. Quand ils demandent une pension d'invalidité à l'armée, on leur répond que leur exposition aux radiations était négligeable, que leur maladie n'est pas liée à leur service militaire. Ils passent le reste de leur vie à se battre contre la bureaucratie militaire pour obtenir reconnaissance et compensation. Beaucoup meurent sans jamais avoir été indemnisés. L'omerta autour de ces expériences commence à se fissurer dans les années 70. Des journalistes d'investigation commencent à poser des questions dérangeantes. Pourquoi tant d'anciens soldats développent-ils des cancers? Pourquoi l'armée refuse-t-elle de communiquer les dossiers médicaux de ces hommes? Pourquoi les documents sur les essais nucléaires restent-ils classifiés des décennies après les faits? Eileen Walsom du Albuquerque Tribune mène l'enquête la plus approfondie. En 1993, elle révèle l'existence des expériences de plutonium sur des patients hospitalisés. Ces articles font l'effet d'une bombe.
Pour la première fois, le public américain découvre que son gouvernement a mené des expériences médicales et sur ses propres citoyens, violant tous les codes éthiques établis après les procès de Nuremberg. La révélation de ces expériences provoque un tollé dans l'opinion publique américaine. Comment la terre de la liberté a-t-elle pu reproduire les méthodes des médecins nazis? Comment des institutions respectées comme le MIT ou Harvard ont-elles pu participer à ces horreurs? Les journaux titrent sur la trahison ultime, le scandale qui dépasse Watergate. Des associations d'anciens combattants manifestent devant le Pentagone. Des familles de victimes intentent des procès collectifs contre l'État fédéral. Face au scandale, le président Bill Clinton crée en 1994 une commission d'enquête sur les expériences de radiation humaine. Pendant 2 ans, cette commission épluche des milliers de documents classifiés, auditionne des témoins, reconstruit la vérité sur ces programmes secrets. Ses conclusions sont accablantes. Le gouvernement américain a mené des expériences sur des milliers de personnes sans leur consentement, violant systématiquement leurs droits humains fondamentaux. Mais cette indignation se heurte rapidement au déni institutionnel. L'armée minimise l'ampleur des expériences, parle d'incidents isolés et de protocoles de l'époque. Les laboratoires impliqués invoquent le secret défense pour éviter de révéler l'étendue de leurs recherches. Beaucoup de témoins sont morts, beaucoup de preuves ont été détruites. Même ces révélations ne dévoilent qu'une partie de la vérité. De nombreux documents restent classifiés. Des témoins sont morts. Des preuves ont été détruites. On estime que les expériences révélées ne représentent qu'une fraction de ce qui s'est réellement passé. Combien de soldats ont été exposés? Combien de patients ont servi de cobayes? Combien d'enfants ont été contaminés? Ces chiffres restent inconnus. Ce qui rend ces expériences particulièrement révoltantes, c'est qu'elles ont été menées par une démocratie au nom de la liberté et de la justice. Les scientifiques qui injectaient du plutonium à des patients se considéraient comme les défenseurs du monde libre contre la barbarie nazie et communiste. Cette contradiction fondamentale révèle comment la peur et l'obsession sécuritaire peuvent pousser une société démocratique à commettre les mêmes atrocités que ses ennemis. Les victimes de ces expériences n'ont jamais obtenu justice complète. Quelques indemnisations dérisoires ont été accordées dans les années 90, mais la plupart des victimes étaient déjà mortes. Leurs familles continuent de se battre pour obtenir reconnaissance et compensation. Mais surtout, elles se battent pour que ces crimes ne soient pas oubliés. Car le risque de l'oubli est réel. Ces expériences ne sont enseignées dans aucune école, mentionnées dans aucun manuel d'histoire officiel. Elles dérangent le récit héroïque de l'Amérique victorieuse de la Seconde Guerre mondiale. Elles révèlent que même les démocraties peuvent basculer dans l'inhumain quand elles cèdent à la peur. Aujourd'hui, alors que de nouvelles technologies émergent, ces leçons du passé restent cruellement actuelles. L'intelligence artificielle, la biotechnologie, les nanotechnologies ouvrent de nouveaux champs d'expérimentation. Les tentations sont les mêmes qu'à l'époque du projet Manhattan. Utiliser ces technologies pour prendre l'avantage sur ses adversaires, quels qu'en soient les coûts humains. Les soldats irradiés du Nevada, les patients injectés au plutonium, les enfants nourris aux isotopes radioactifs, tous ces cobayes humains nous rappellent que la science sans conscience mène aux pires dérives. Ils nous rappellent que la vigilance démocratique n'est jamais optionnelle et que même les meilleures intentions peuvent justifier les pires crimes. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Ces vérités dérangent, mais elles doivent être dites. N'hésite pas à partager cette vidéo, à en parler autour de toi. L'oubli, c'est la victoire posthume de ceux qui ont commis ces crimes. La mémoire, c'est notre seule arme contre leur répétition.